Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours sur le chapitre 10 qui s'intitule donc modéliser une action mécanique sur un système. Alors dans le chapitre précédent on avait vu la notion de vitesse et à la fin donc la notion de changement de vecteur vitesse. Alors évidemment si on veut changer de vecteur vitesse, si on veut changer la vitesse d'un objet, eh bien il va falloir qu'on agisse sur lui. Il va falloir qu'on agisse par une action qu'on appelle une action mécanique. Mécanique ça veut dire qui va entraîner donc un mouvement. Et donc on va les modéliser cette fois-ci par ce qu'on appelle des forces. Alors, premièrement, c'est un grand 1 qui s'intitule donc comment modéliser une action mécanique. Donc ce sont les rappels du collège. Donc ce sont les notions que vous avez dû voir au collège. Alors, ce qu'on appelle un solide en physique, c'est un objet. Voilà, c'est un objet tout simplement. Voilà, c'est un objet qui est sur lequel qu'on va étudier. Voilà. Et donc, on vous dit donc un solide peut subir de l'extérieur des actions des actions mécaniques modélisées par, oui bien, une force. Donc, c'est une force. Voilà. Je vais essayer de l'écrire pas trop gros. Voilà, c'est formidable. Alors, pour agir sur un objet, vous avez deux possibilités. Soit vous agissez directement dessus en le touchant. Voilà, c'est ce qu'on appelle les forces de contact. Ou alors, il existe aussi des forces qui peuvent s'exercer à distance. Alors là, ce sont les deux possibilités. Donc, ça peut s'exercer donc à distance, ici, ou lors d'un contact. Alors, donc, les forces à distance, vous en connaissez certainement plusieurs types. Je vais vous en donner trois. Il en existe d'autres, mais qui sont beaucoup plus beaucoup plus rares en fait à trouver. La première, quand on pense force à distance, on pense à forcément peut-être quelqu'un qui agit sous la forme d'un aimant. Ça c'est la première, c'est ce qu'on appelle le magnétisme. Donc la première c'est l'origine magnétique. Donc on peut donner donc d'origine magnétique. Donc on peut mettre entre parenthèses un aimant. Voilà, ça c'est la première qu'on peut utiliser. La deuxième, si on pense si on pense magnétisme, on va peut-être penser aussi électricité. Donc en effet, ce sont les forces électriques. Donc magnétique. Le deuxième c'est électrique. Par exemple, vous avez peut-être fait cette expérience-là. Si vous prenez des bouts de papier, voilà, vous prenez une feuille de papier, vous faites déchirer ça plutôt à la main, mais pas avec un ciseau. Et puis vous avez une règle ici en plastique, vous frottez votre règle en plastique et vous allez voir, vous allez attirer les petits bouts de papier, c'est formidable. Donc ça ce sont les forces électriques. Donc par exemple, règle sur un bout de papier. Papier, c'est mieux quand c'est écrit comme ça. Alors, donc ensuite, on va obtenir la dernière force qui nous va être très utile pour nous. Eh bien, je pense que vous avez déjà pris un objet et vous l'avez laissé tomber, il est tombé tout seul, et non, c'est la force gravitationnelle qui permet justement, aux objets, entre guillemets, de tomber. Donc la dernière, c'est la force gravitationnelle. Donc, ou gravitationnelle. D'accord? Alors la force gravitationnelle, c'est celle qui permet d'expliquer, on va la détailler un petit peu plus cette année, qui permet d'expliquer que tous les objets vont être attirés vers le centre de la Terre. Donc ici on va mettre entre parenthèses force exercée sur chaque objet par la Terre. C'est un exemple. Voilà, ça c'était pour les trois forces à distance. Je disais, il en existe d'autres, mais qui sont plus exotiques, qui sont au cœur de la matière, au cœur des noyaux des atomes, par exemple. Alors, donc, par contre, il faut savoir quelque chose, c'est que une force, en fait, ça n'arrive jamais seul. On peut pas juste agir ou subir une force de quelque chose, enfin de rien du tout. En fait, il y a forcément quelque chose qui va agir sur une autre. En fait, les forces, elles vont toujours par paire.
C'est-à-dire que si vous agissez sur un objet, eh bien cet objet va aussi agir sur vous. C'est obligatoire. Hein, par exemple, si vous tapez sur la table, alors oui, en effet, vous allez agir sur la table, vous allez faire du bruit, etc. Mais aussi, en même temps, en retour, la table va vous faire mal, puisque vous allez ressentir une douleur si vous tapez vraiment fort. Donc ça veut dire que vous tapez sur la table, vous exercez une force sur la table, mais la table exerce aussi une force. C'est pour ça qu'on va appeler parfois, on va plutôt utiliser le terme d'interaction, puisque le terme interaction veut dire que justement, il y a deux actions qui sont liées les unes aux autres. Alors, donc une force est toujours exercée par un objet. Cet objet, on va l'appeler l'auteur. Hein. Par exemple, tout à l'heure, moi si je tape sur ma main, c'est ma main, l'auteur, ou moi, peu importe. Et puis sur un autre objet, si c'est un autre objet, ce sera la table, hein, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le receveur. Donc le receveur, c'est celui qui va recevoir la force. Alors il faut savoir que justement, le receveur, lui, il va aussi agir sur l'auteur. Donc on va parler de ce qu'on appelle une interaction. On parle d'interaction. Voilà. Alors, ces forces, comment est-ce qu'on va faire pour les représenter? Eh bien, aux joies, nous allons aussi refaire, comme ce sont des grandeurs qui vont être vectorielles comme les vitesses, et donc on va les représenter par des flèches. Alors pour représenter les forces, on va faire comme on avait fait précédemment sur les vitesses, eh bien on va utiliser tout simplement un vecteur. Donc on va représenter une force par un vecteur force. Donc à l'aide d'un, on va noter vecteur force. Et on va toujours noter cette force de la manière suivante. Alors, déjà, premièrement, pour force, on va noter un F, sauf cas exceptionnel, mais par exemple pour le poids, on mettra P, mais sinon, la plupart du temps, ce sera un F, donc un F majuscule, avec une flèche au-dessus parce que c'est une grandeur vectorielle, et on va commencer à marquer en indice l'auteur, un slash, le receveur. Alors, on va toujours écrire de cette manière-là, donc qui est l'auteur en premier et le receveur en deuxième. Alors, en ce qui concerne bien le vecteur force, donc il y a 4 caractéristiques pour les vecteurs, je vous le rappelle. Donc le point d'application, la droite d'action, le sens et puis la norme. Alors on va commencer par le point d'application. Donc le premier c'est son point d'application. Alors le point d'application, ça va être l'endroit où agit la force. Si c'est une force de contact, ça sera le point de contact. Et puis si c'est une force à distance, on va décider que ce sera le centre de cet objet-là qui sera symbolisé par la lettre G, qui voudra dire gravité, et donc on va dire que c'est le centre de gravité. Donc le point d'application, donc c'est l'endroit où agit la force. Voilà. Je vais directement aller à la remarque suivante parce que je viens de le dire. Donc remarque le point d'application d'une force à distance, eh bien c'est le centre de gravité. Alors généralement, centre de gravité, ça sera confondu avec le centre de l'objet. Au lycée, de toute façon, ce sera quasiment toujours le cas. Donc le centre de gravité, et on va le noter par la lettre G majuscule. Voilà. Voilà, un G comme ceci, si on arrive à bien le faire. Et le point d'application d'une force de contact, eh bien c'est le point de contact. Pardon. Voilà. Alors, donc il me reste encore 3 caractéristiques à définir. La suivante, c'est sa droite d'action. Donc sa droite d'action. Alors, quelle est sa droite d'action? Alors là, ça dépend évidemment. Hein. Ça va être, on va dire qu'on va utiliser plusieurs qualificatifs. Soit on va dire que c'est vertical, soit c'est horizontal, soit c'est oblique, enfin un peu ce qu'on veut, quoi. Vertical, horizontal, on comprend, oblique, bon voilà, c'est un peu sur les côtés, on verra bien comment on fait pour les distinguer dans les exemples qu'on verra après. Donc, ou direction. Ouais, je fais en plus petit. Alors, je vais donner plusieurs exemples. Donc, exemple. Il y en a plusieurs. Donc, on peut mettre, par exemple, on peut dire vertical,
horizontale, ou oblique. Voilà, peu importe. Bon, vertical, horizontal, c'est obligatoire, oblique, j'ai trouvé un mot. C'est pas un mot qu'on utilise toujours, mais voilà. Le sens. Alors, quand on va donner le sens, il faudra toujours commencer sa phrase par vers. On peut avoir vers, par exemple, le haut, vers le bas, la gauche, etc. On va pas tous les mettre, évidemment, etc. Voilà. Et puis son dernier, donc c'est sa valeur, ce qu'on appelle aussi son intensité ou sa norme. Moi, je dirais peut-être plutôt le mot norme ou valeur. Donc sa valeur ou intensité ou norme. La norme, c'est plutôt un terme mathématique. Hein, c'est la longueur de votre vecteur. Ça va être la longueur de votre vecteur. Donc on va peut-être choisir ça la norme, je préfère. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour mesurer les forces? On va les mesurer avec un appareil qui s'appelle le dynamomètre. Alors je vais vous montrer des images. Alors par exemple ici vous avez un dynamomètre, donc c'est quoi? C'est vous avez une petite boîte métallique en plastique, et puis vous avez une tige avec un crochet, puis à l'intérieur vous avez un ressort. En fait plus vous allez tirer sur le crochet et plus le ressort va se détendre, et grâce à l'aide d'une graduation qui se trouve ici, on va pouvoir mesurer cette intensité de la force. Donc comme c'est la valeur, ce n'est qu'une valeur chiffrée. Et si vous regardez bien l'unité qui se trouve ici, c'est le N majuscule. Le N majuscule, c'est l'unité qui s'intitule, donc qui se nomme le Newton. Donc nous, on va mesurer l'intensité d'une force en Newton à l'aide de cet instrument-là. Alors il y en a différents types, là c'est un linéaire, il y en a un qui peut marcher aussi par rotation, par exemple celui-ci. Hein. Donc là vous avez un ressort plutôt circulaire, et puis quand je tire sur le crochet, ça fait bouger l'aiguille pour mesurer la graduation. Il en existe même des appareils numériques où on tire dessus, puis il y a une valeur qui s'affiche directement ici. Voilà, donc ça c'était pour le dynamomètre. Donc sa valeur ou norme, hein, qui va se mesurer en Newton, hein, du nom du physicien anglais, Isaac de son prénom. On en reparlera encore après. Donc à l'aide d'un dynamomètre. Un dynamo en grec c'est la force, puissance, force, force. Voilà. Alors, on a fini pour cette partie-là, on va passer à la partie suivante. Donc on va essayer de voir comment faire pour le présenter avec des exemples. Alors le premier exemple que vous avez, c'est un cartable posé sur le sol. Voilà, moi j'ai posé mon cartable, et donc il faut que je représente les forces qui s'appliquent sur ce système-là. Alors ça, vous savez pas encore les déterminer naturellement. À un moment donné, il faudra faire ce qu'on appelle un bilan des forces, c'est-à-dire essayer d'estimer quels sont les différents types de forces qui agissent dessus. Vous avez peut-être déjà vu au collège ce qu'on appelle un diagramme objet-interaction. On va savoir donc qu'est-ce qui agit sur ce cartable-là. Alors, on imagine que le cartable est posé sur le sol, et on va se poser la question, qu'est-ce qui agit sur ce cartable? Alors déjà, premièrement, on est sur la Terre, donc ça veut dire que, il possède un poids, c'est-à-dire que la force qui va l'attirer vers le sol, hein, il y a la force qu'on appelle de type gravitationnel, hein, qui va l'attirer vers le bas. Donc on va avoir cette première force qui va s'appeler le poids. Alors on va le noter ici, donc force exerçant sur le cartable, le poids. Voilà. Donc c'est une force, hein, le poids. Je rappelle une petite différence entre le poids et la masse. Qu'on appelle le poids, c'est la force qui vous attire vers le sol. La masse, en fait, va dépendre de la quantité de matière que vous avez en vous. D'accord. Et donc imaginons que, si vous faites, par exemple, si vous avez une masse d'environ 50 kg, si vous allez sur la Lune demain, vous n'allez pas être plus maigre, vous n'allez pas perdre de masse, vous pèserez toujours 50 kg. Par contre, la force qui va vous attirer vers le centre de la Terre, hein, donc votre poids, lui, sera plus faible, d'accord? Vous serez moins attiré vers le centre de cette planète-là. Alors, le poids, c'est une des rares forces qu'on va noter un peu différemment. On va le noter par la lettre P majuscule. Voilà, P majuscule. Alors, je pourrais le noter aussi autrement. Je pourrais le noter, par exemple, que c'est la force, donc je marquais F, exercée par la Terre
sur le cartable. Voilà. Donc c'est pas bien écrit, mais c'est force exercée par la Terre sur le cartable. Je peux réécrire. Ça devrait aller, vous avez compris. Vous mettrez ça en commentaire s'il y a un problème. Alors, est-ce que c'est une force de contact à distance? C'est une force à distance, puisque il n'y a pas besoin de contact. Si vous êtes dans les airs, vous êtes quand même attiré vers le centre de la Terre. Donc c'est une force à distance. Le point d'application, je vous ai dit, toutes les forces à distance, le point d'application va être le point G, donc c'est ce point-là. Vous voyez ici, on est à peu près au centre du cartable. Si c'est pas au centre, ce sera toujours déterminé. Point d'application G. La direction, quand vous lâchez un objet, les objets tombent de manière verticale. Donc ça c'est vertical. Et puis le sens, plutôt vers le bas. Généralement, les objets tombent vers le bas. Alors, la norme, on vous dit, c'est 80 newtons. Donc, il va falloir que je représente maintenant mon vecteur poids sur mon cartable. Alors, je vais prendre la règle. Voilà. Je prends la règle. Voilà. J'ai du mal avec la règle, c'est pas facile. Donc, la règle ici. Donc, la verticale, elle est comme ceci. Le point d'application, c'est celui-ci. Et donc, je vais tracer donc quelque chose suivant cette droite d'action que j'ai ici. Alors, maintenant ici, vous voyez, j'ai une échelle. On vous dit 1 cm représente 100 newtons. Donc, si je veux faire un produit en croix, je voudrais savoir quelle est la longueur de mon vecteur. Eh bien, moi, j'ai 80 newtons. 80 newtons, c'est ici. Comment je fais? Je fais 1 fois 80 divisé par 100. Donc, si vous faites ce produit en croix tout bête, ça vous donne 0,8 cm. Ça veut dire que vous allez prendre votre règle, vous allez mettre votre point d'application ici, là, et puis vous allez tracer un trait de 0,8 cm. Alors je ne sais pas exactement où ça va arriver sur votre feuille, moi je fais de cette longueur-là à peu près. Vous tracez évidemment 0,8 cm. Donc je mets mon petit point ici, ma flèche ici au bout, et puis je peux le noter, je fais 1P, pour poids. Alors, ça c'était la première force, évidemment il y a deux colonnes, donc il y a deux forces. Eh bien, quels sont les autres objets qui vont agir sur mon cartable? C'est le sol. Le sol va aussi agir sur mon cartable. Alors vous le savez peut-être, mais voilà, si votre objet ne bouge pas, le poids existe toujours, mais ça veut dire aussi qu'il existe une force. Et cette force, pour qu'il ne bouge pas, faut qu'elle soit exactement à l'opposé de cette force-là. En fait, il faut que la somme vectorielle soit égale au vecteur nul, donc on va avoir une force qui va être forcément, encore une fois, verticale, mais cette fois-ci dont le sens va être vers le haut. Et au point de vue de la norme, si vous regardez bien, c'est la même norme pour qu'on puisse dire qu'elles se compensent. Se compenser, ça veut dire qu'elles sont les mêmes direction, même norme, par contre le sens sera différent. Alors donc cette force-là, on va l'appeler donc la force du sol sur le cartable. Voilà. Notation, c'est une force, donc on va l'appeler F, avec une flèche, et en indice, quel est l'auteur? C'est le sol, slash, sur le receveur, le cartable. Est-ce que c'est une force de contact à distance? Il y a bien un contact entre le sol et le cartable, donc c'est une force de contact. Le point d'application, vous voyez ici j'ai un point S qui veut dire sol, voilà. Alors c'est une force de contact qui est répartie en surface, mais on va quand même considérer à peu près le centre de mon cartable. Donc ça va être le point S. La direction, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est encore verticale. Et le sens, par contre, cette fois-ci, va être vers le haut. Donc je vais faire une flèche, je vais changer de couleur, je vais me mettre peut-être en rouge, je vais ressortir ma règle, et je vais faire une flèche. Alors évidemment, comme c'est la même norme ici, j'ai 80 et 80, ça va être la même longueur. Donc je vais faire une flèche de 0,8 cm qui va partir vers le haut. Donc les flèches vont se croiser, d'accord. J'ai mon point d'application ici, mon point. Vous devez faire en sorte d'avoir deux flèches qui font 0,8 cm de longueur. Et puis ici, je vais la nommer, donc F du sol sur le cartable, avec une flèche. Alors remarque importante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les deux forces ici ont la même direction, la même norme, mais sont de sens opposé. On dit qu'elles se compensent. Donc se compensent
C'est un terme qu'on emploiera assez régulièrement. Donc elle se compense. Donc la somme vectorielle, donc, elle est nulle. Voilà. Deuxième exemple. Alors deuxième exemple ici, c'est on imagine une bille accrochée par un fil à côté d'un aimant. Donc ici c'est ma bille, et ici j'ai un fil, et puis là j'ai mon aimant. Alors, vous voyez ici, on va essayer de trouver trois forces qui vont permettre eh bien, de modéliser cette situation-là. Alors, bah, la première, elle est assez facile, hein, puisque en fait, bah, on est encore sur Terre, donc il y a toujours le poids qui va s'exercer. Je vais le faire en bleu comme tout à l'heure. Donc, force exerçant sur la bille, bah, j'ai le poids. Ça, c'est une première caractéristique. La deuxième force qu'on peut avoir, bah, j'ai aussi bah, l'aimant qui va agir sur ma bille. Donc, force exerçant sur la bille, bah, donc la force magnétique, la force de l'aimant. Et puis j'ai encore une autre force, hein, parce que regardez bien, si vous coupez le fil, bah, votre bille elle va pas du tout être au même endroit. Donc ça veut dire que le fil aussi, eh bien, qui va tenir votre bille, va agir sur votre système. Donc le dernier, eh bien, c'est le fil. Alors notation, poids, on va le noter P, comme tout à l'heure, P majuscule. On pourrait mettre un indice poids P de la bille, hein, c'est possible aussi. L'aimant, on va le noter donc bah, la force de l'aimant sur la bille. Et puis ici, ça va être la force du fil sur la bille. Alors, force de contact à distance, comme tout à l'heure, bah, le poids c'est à distance. Pareil pour l'aimant, il n'y a pas besoin de force de contact, hein, donc c'est à distance aussi. Et puis la dernière, eh bien, c'est une force de contact, puisque j'ai un contact avec le fil, entre le fil et la bille. Donc, contact. Point d'application. Alors, point d'application, le poids, toujours le centre de gravité, on va l'appeler G. L'aimant, eh ben, c'est aussi une force à distance, donc ça va être le même centre, le même point d'application. Et puis bah, le fil, par contre, c'est le point de contact. Alors le point de contact entre la bille et le fil, regardez bien, c'est le point qui est situé ici, qui s'appelle le point A. Au point de vue de la direction, le poids, bah, c'est toujours vertical. D'accord. Pour l'aimant, eh bien l'aimant, bah, regardez bien, je suis ici entre le point G et l'aimant, bah, c'est à peu près à l'horizontale, on va marquer horizontal. Et puis pour le fil, bah, c'est un peu, regardez bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que la force va suivre le fil. Donc on va être suivant le fil. Donc ici j'ai oblique, virgule, suivant le fil. C'est pas facile d'écrire. Faut bien écouter ce que je raconte, je vais relire. Oblique suivant le fil. Le sens, le poids, c'est toujours vers le bas, heureusement. Ici, on va dire bah, plutôt bah, vers l'aimant, hein, donc c'est-à-dire vers la droite. Et puis le dernier, eh bien, on va dire vers le haut gauche. Fait ce qu'on peut. Voilà. Alors, je vais vous laisser représenter les forces, puis vous pouvez faire une pause, et puis bah, une fois que vous avez fini, bah, vous regardez la correction. Alors, on va représenter le poids, donc je sors ma règle. Donc je sais que moi je vais tracer suivant la verticale qui passe G vers le bas. Mon échelle ici me dit 1 cm pour 1 newton. Bah, j'ai 2 newtons à représenter. Bon voilà, faut pas non plus faire un énorme calcul pour comprendre que ça va être eh bien 2 cm. Donc moi vous prenez votre règle, vous faites un trait donc de 2 cm. Voilà. Je mets ma petite croix ici au point G, je mets ma petite flèche bien au bout. Voilà, ça doit faire 2 cm du haut jusqu'en bas. Je peux noter le poids P. La suivante, eh bien, c'est l'aimant. Donc là, c'est une droite d'action qui est horizontale. Donc ça va être dans ce sens-là. Je vais la faire d'une autre couleur, peut-être en rouge. Donc là, par contre, bah, c'est 0,9 newton ici. 1 cm représente 1 newton. Bah, je vais faire 0,9 cm. Donc je vais faire un trait de 0,9 cm dans ce sens.
avec ma flèche, et puis je vais marquer donc la force de l'aimant sur la bille, avec une flèche. Et puis la dernière, on va la faire en vert. Donc ça va être suivant le fil. Par contre, il faut faire attention au point d'application. Puisque je suis bien. On va essayer de faire mieux. Voilà. Donc suivant le point d'application, c'est le point 1. Donc il faut que je la commence bien à cet endroit-là et que je fasse un trait donc, de 2,2 cm. Donc à peu près jusqu'ici environ. Voilà. Donc ici, c'est donc la force du fil sur la bille. Voilà. Dernière chose pour terminer cette partie-là, on va parler de la troisième loi de Newton. Alors, Newton a écrit 3 lois très célèbres qu'on va détailler cette année. Donc on va voir les premières, les deuxièmes. Alors pas la deuxième parce que un peu trop compliqué, on en a un peu parlé sur le chapitre de la vitesse, mais vous aurez un premier aperçu en première et la véritable loi en terminale. Et donc celle qui est la plus connue, c'est la troisième loi de Newton qui s'intitule donc le principe d'action réciproque, c'est ce qu'on appelle la loi d'action-réaction. En fait, c'est ce que je disais en introduction tout à l'heure, c'est qu'une force ne peut pas s'exercer seule. C'est-à-dire que si vous agissez sur quelque chose, eh bien cette autre chose va agir sur vous quoi qu'il arrive. D'accord? Donc si par exemple, eh bien la Terre agit sur la Lune, hein, puisque la force de gravité de la Terre va agir sur la Lune elle-même agit sur la Terre. Le meilleur exemple que l'on peut trouver, hein, ce sont les marées qui donc sont dues à l'action conjointe de la Lune et en même temps du Soleil, principalement la Lune, mais aussi le Soleil, pas le nier, et donc voilà, qui montre que justement, eh bien, la Lune agit aussi sur nous. Donc autant la Terre peut agir sur la Lune, hein, on comprend parce que la Lune tourne autour de la Terre, mais aussi la Lune agit sur la Terre. Donc ça s'appelle la troisième loi de Newton, qui s'appelle les principes des actions réciproques. Donc lorsqu'un système A exerce une action mécanique sur un système B, alors le système B exerce une action mécanique réciproque au système A. Voilà, ces actions sont modélisées par la force telle que. Alors si j'ai la force que va exercer A sur B, je vais la noter F, avec une flèche de A sur B. Eh bien c'est quoi? Ce sont les mêmes sauf que le sens sont opposés. Donc vectoriellement, ça s'écrit que moins F de B sur A. Toujours. On a toujours cette relation vectorielle qui existe. Si l'objet A agit sur B, alors B agit sur A, mais avec une force qui va être opposée. Donc ces forces ont même direction, même valeur, mais sont de sens opposé. Elles se compensent forcément. Enfin, pas qu'elles se compensent, c'est qu'elles sont opposées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le cours. Il y en aura une deuxième sur justement l'interaction gravitationnelle et d'autres forces qui peuvent exister. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.